Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui on va vous proposer un film de Noël. C'est la période, une rétro sur un métrage qui a fêté ses 20 ans il y a quelques jours, quelques semaines, à savoir Love Actually, une comédie romantique chorale sortie en 2003 donc, et réalisée par Richard Curtis, qui était avant cela scénariste de pas mal de films, notamment Bridget Jones, Bean, Coup de foudre à Notting Hill ou encore 4 mariages et un enterrement. Là, c'est son premier long métrage. Et au casting, eh ben, on a beaucoup de gens. Mais avant de parler du casting du film, parlons du casting de la vidéo qui nous intéresse, parce que je suis accompagné de Hugo et Joe. Comment allez-vous? Hello, bah ça va, écoute. On est au chaud, tranquille. Bah, ça va très bien également. À parler d'un film cocon pour beaucoup de gens, qui est ressorti d'ailleurs en salle il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de le remettre en avant. Et on y retrouve, mais alors, on va dire la fine fleur du cinéma britannique au niveau du casting, actrices et acteurs très connus tels que Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman qui nous a quittés depuis, Laura Linney, ou encore Keira Knightley aussi, qui était vraiment à ses débuts, la même année que Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Et on pourrait en citer d'autres, mais il y en a tellement qu'on va en oublier, donc c'est pas grave. Il y a aussi le gars qui joue dans The Walking Dead depuis. Et il y Ça a fait également marrer, mais l'acteur de Marvel, hein. oui, il y a Chiwetel et Ejiofor, il y a Colin Firth aussi qu'on adore, Bill Nighy, enfin, c'est un magnifique ici étalage de tout le talent du cinéma britannique moderne. Et alors, l'histoire, c'est qu'il y en a plusieurs en une. C'est un film choral, donc on va pas forcément faire tout le détail. Désolé d'avance si on en oublie certaines, puisqu'on va parler de ce qui nous a surtout marqué ici. Mais grosso modo, ce sont des gens qui, avant Noël, l'histoire commence 4-5 semaines avant Noël, vont se réunir ou se déchirer un petit peu sous fond d'amitié et d'amour. Et il y a des choses qui vont naître, des romances, des évidences et pas mal d'humour aussi. Et ça va nous entraîner parfois en dehors du Royaume-Uni, notamment en France. Il y a une scène, enfin, il y a toute une séquence qui se passe dans le sud de la France, avec le personnage de Colin Firth qui rencontre une Portugaise, par exemple. Il y en a même qui part aux États-Unis. Enfin, voilà. Et évidemment, l'histoire et la thématique du film, c'est que l'amour est partout. Love Actually. Ça commence dans un aéroport et ça finit dans un aéroport. Comme quoi, les gens s'unissent, se réunissent parfois et se retrouvent pour vivre des bons moments. Donc, c'est forcément un film très chaleureux de Noël. Et d'abord, on va commencer par notre avis général. Alors, je crois que Hugo et Joe l'ont découvert récemment. Alors, moi, ça fait quand même presque 19 ans que je le connais. Alors, Hugo, tiens, on va commencer par le plus jeune. Qu'as-tu pensé de ce film et à quel point l'aimes-tu ou non? Bah moi personnellement, donc ouais, je l'ai découvert assez récemment, justement pour en parler avec vous. Euh, j'ai vu que Coup de foudre à Notting Hill du réalisateur, donc je saurais pas parler plus de sa filmographie, donc je vais vraiment m'attarder sur Love Actually. Et alors en fait, effectivement, c'est un film choral et dans un premier temps, c'est quelque chose qui m'avait assez déstabilisé de par le fait qu'il y avait plusieurs fils rouges au sein du même film. J'étais tout simplement pas prêt, je pense. Et mine de rien, j'ai quand même apprécié, beaucoup apprécié même, je dirais, Love Actually pour la façon dont il étudie et décortique pardon, le sentiment amoureux. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plaisant. Bien évidemment, c'est aussi, comme tu l'as dit, de très grands acteurs britanniques. C'est aussi très drôle, c'est aussi très touchant, c'est parfois émouvant. Enfin bref, c'est en fait tout un décortiquage d'émotions et de sensations surtout, dont on n'a pas forcément l'habitude, du moins sous cette forme-là. Et je trouve ça vraiment assez honorable d'avoir osé faire un film comme ça, parce que c'est vrai que alors, je sais pas quelles ont été les recettes du film au cinéma. Néanmoins, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose d'assez risqué dans la manière de présenter le film. C'est-à-dire qu'un film choral de cette façon, alors certes avec des grands acteurs, etc., mais surtout dans ce mood un peu comédie romantique, j'étais pas persuadé que ça me plairait et que ça plairait aux autres. Et bah, force est de constater que ça a bien marché, du moins d'un point de vue critique de notre part, hein, parce que le film commence à être controversé en ce moment. Mais voilà, pour rester bref, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on en reparlera aussi du côté un peu controversé et du côté aussi, est-ce que c'est un film risqué ou pas? Alors, pour les Britanniques à l'époque, pas tout à fait, parce que les comédies britanniques, chez eux, ça les connaissait, mais on en reparlera.
Joe, quel est ton avis sur ce film que tu as découvert en salle il n'y a pas longtemps, je crois? Effectivement, du coup, moi, je l'ai découvert il y a 12 jours de là, lorsqu'il est ressorti au cinéma en séance unique le 5 décembre. Et effectivement, comme tu viens de le dire, je ne suis pas choqué de voir que les comédies britanniques marchent pour les Britanniques. Mais effectivement, tout ce qui est l'étude du couple me plaît particulièrement, l'étude plutôt de toutes les relations, même amicales, avec une assez belle séquence de mariage notamment. Et comme Hugo, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer ce long métrage. Parce que comédie romantique, plus c'est culte, plus ça me fait peur. Et effectivement, c'est toujours intéressant de voir quel était le parcours de ces acteurs qu'on aime tant et de ce scénario qui est, je trouve, étonnamment bien écrit et étonnamment bien mis en scène. Alors oui, justement, tiens, le scénario, alors c'est pas une surprise parce que Richard Curtis, il a roulé sa bosse avant. Donc 4 mariages, un enterrement, on en a parlé. On voit d'ailleurs quelques réminiscences du film, ne serait-ce que l'utilisation d'un morceau Love is All Around, qui est repris ici en version Noël par le personnage de Bill Nighy, c'est assez amusant. Il y a même un moment une transition, alors je crois que vous l'avez pas vu, 4 mariages, un enterrement, donc, mais une transition, un moment entre un enterrement et un mariage. Voilà, le personnage de Liam Neeson qui a perdu son épouse et le personnage de Keira Knightley qui épouse quelqu'un. Donc, il se fait des petits clins d'œil comme ça. Donc, pour Richard Curtis, sur l'écriture, c'est pas une surprise. Il était rodé là-dessus. Pour la réal, c'est vrai que c'est son premier travail en tant que réalisateur. Mais bon, il a pas mal observé avant. Et on sent qu'il y a une belle réussite. Ensuite, il fera d'ailleurs Good Morning England, qui est quand même très bien. Il était temps aussi, une comédie romantique sur le voyage dans le temps qui est vraiment pas mal. Donc là-dessus, moi, je suis pas étonné. Alors, mon avis sur ce film, personnellement, c'est que c'est un de mes films cultes autour de Noël. Et pourtant, je suis pas très comédie romantique, mais j'ai quelques exceptions comme cela. La première étant justement 4 mariages, un enterrement. Donc, ça veut dire que la touche Richard Curtis marche pour moi. Et c'est vrai qu'il y a un miracle dans ce film. Hugo le disait un petit peu en filigrane. C'est que c'est un film choral, donc c'est pas évident à faire tenir, surtout qu'il y a énormément d'histoires, énormément de personnages qui sont tous plus ou moins liés par la famille, le boulot, donc les histoires d'amour forcément. Et on arrive quand même à trouver une cohérence dans le film. Ça file tout droit. C'est assez extraordinaire. Alors évidemment, il y a des histoires qui sont peut-être moins intéressantes que d'autres. Par exemple, personnellement, celle avec le gars qui part en Amérique, avec tous les clichés sur les Américaines. Bon, c'est pas le genre de truc que j'apprécie des masses. Mais bon, on voit ici l'humour britannique envers un peu les Américains, des petits clins d'œil. Et voilà, on rentre dans certains clichés aussi. Mais parce que l'amour et l'amitié, parfois, fonctionnent sur des histoires très clichés. Que ce soit au cinéma ou dans la réalité. Parfois, on est un peu fleur bleue niveau romance. On peut vivre des moments, en vrai, qui sont tout droit tirés de contes ou de films. Et le film montre bien. Et en plus, il n'hésite pas aussi à triturer certains moments difficiles, comme des tromperies, des séparations. Donc, c'est pas que joyeux non plus. C'est pas que niais absolu. Et on voit les émotions qui s'exacerbent avec des moments très touchants aussi, très émouvants. J'ai une scène en tête avec Emma Thompson qui pleure sur de Johnny Mitchell. Il y a des moments comme ça qui forcément peuvent vous faire fondre en larmes, que vous soyez habitué ou que vous appréciez de base les comédies romantiques ou non. Donc pour moi, c'est un petit miracle parce que tout s'enchaîne très 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 bien. Et on se retrouve avec des thématiques très simples et universelles sur l'amour et l'amitié. Donc après que c'est pu déranger des gens qui l'ont découvert récemment, ça je comprends, on en parlera après. Mais 20 ans après, forcément, des choses ont vieilli, fatalement. Et puis bon, puis il y a tout le passage avec Hugh Grant aussi. Enfin, il y a des trucs délire dans le film. Mais avant justement d'aller dans certains détails, on va rebondir avec vous sur une chose, une petite question comme ça, même si c'est pas forcément facile. Quelle est votre histoire préférée dans toutes ces histoires? Hugo, par exemple, celle qui t'a le plus touché ou qui t'a le plus marqué dans le film? Alors, il y en a beaucoup des histoires, mais je pense qu'il y en a une qui m'a vraiment marqué au point où c'est la seule que je retiens encore après une dizaine de jours après mon visionnage. C'est celle avec Liam Neeson. Alors, j'ai plus le nom de son personnage et puis son fils du coup, qui apprend à jouer de la batterie et puis qui se retrouve à la toute fin à en jouer pour essayer de conquérir une fille de sa classe, etc. C'est le truc à la fois très, très touchant parce que c'est aussi l'une des rares histoires où il y a un côté dramatique derrière, puisque le personnage de Liam Neeson a perdu sa femme, je crois. Oui, c'était sa femme. Et
du coup, voilà, il y a ce côté dramatique, mais il y a aussi ce côté un peu innocent, justement, avec cet enfant. Alors, c'est pareil, j'ai plus le nom d'acteur ni du personnage, mais c'est un des enfants qui jouait dans Nanny McPhee, et je suis désolé, c'est ma seule référence. Euh, mais ouais, non, vraiment, il y a ce côté ultra dramatique et ultra jovial, ultra joyeux, et je sais pas, c'est vraiment celle qui détonne le plus pour moi après, ouais, je crois 15 jours. Et au point où j'en ai même oublié les autres, hein. Alors certes, il y a aussi tout le passage avec Hugh Grant en tant que Premier ministre, etc. Mais c'est pas le truc, ça reste mémorable parce que quand même Hugh Grant en Premier ministre, c'est pas tous les jours, mais euh, c'est pas le truc qui me fait le plus apprécier du film. C'est vraiment pour moi, ouais, celle avec Liam Neeson que j'apprécie le plus. Oui, d'ailleurs, on en parlera, mais le personnage de Hugh Grant et tout, à deux doigts de l'incident diplomatique mondial, juste par amour, avec la visite du président américain, qui veut abuser de, de celle dont il est amoureux. Oui, alors oui, justement, avant de donner la parole à Joe, c'est son beau-fils d'ailleurs, mais c'est ça qui est fort, la relation entre le beau-père et son beau-fils, magnifique, hein. D'ailleurs, sur Titanic, tout ça, la compréhension, faire face à la vie, faire face au deuil et à l'amour en même temps. Et le jeune acteur, c'est Thomas Sangster, qui a aussi joué dans la saga Labyrinthe, je crois, et dans Game of Thrones. Et alors, Joe, toi, voilà, l'histoire qui t'a le plus marqué dans le film. Ben, j'avais, comme Hugo, envie de dire celle de Liam Neeson, parce que c'est une histoire de rédemption qui va me toucher plus que forcément une autre. L'acteur qui a joué notamment dans les Star Wars, du coup, Hugo, il a pas joué que dans Nanny McPhee, du coup, il est dans la post-logie Star Wars, et c'est l'acteur principal masculin du jeu de la reine. Et oui, effectivement, cette relation est magnifique, mais pour la contrebalancer, je vais citer l'histoire de Colin qui part aux USA. Ah tiens, c'est marrant. Oui, donc oui, de ce jeune qui veut faire l'autoroute du sexe aux États-Unis, quoi. Tiens, alors pourquoi ça t'a marqué plus qu'autre chose, ça, tiens? Parce que c'est tellement, ça va tellement loin dans sa critique des Américains, et les Américains méritent cette critique, que oui, moi ça me marque, ça me fait hurler de rire durant tout du long, et que cette vanne aille vraiment au bout, je trouve ça fantastique. Ah, c'est sûr que alors, les Américaines prennent cher, surtout dans le film, à ce Au niveau-là, sens avec propre d'ailleurs comme figuré. t'as une, oui, une actrice qui a joué dans American Pie en plus, hein. Donc forcément, on joue là-dessus sur les codes. Mais j'avoue que c'est drôle, mais ça peut. Alors, je peux comprendre certaines polémiques à ce sujet-là, mais on y reviendra après. Alors, c'est marrant parce que moi aussi, j'aurais pu répondre celle avec Liam Neeson. Mais en fait, je pourrais en répondre avec plein. Premier ministre Hugh Grant, c'est drôle, mais bon, par moment aussi, c'est un peu cringe aussi. Il Non, y en a non, une qui est. mais par moments, notamment avec le président des US, qui Oh, pour le coup est aussi critiqué, mais les Américains prennent très cher dans le mais film, le hein. film quitte ses gonds directement. Mais après, j'ai rien contre la critique anti-américaine. Mais C'est drôle. on ne fait pas ça. Et que même dans une comédie romantique, on ne fait pas ça. Donc le président américain, bon, remarque, quand on voit ce qu'il y a eu comme président américain depuis, hein, finalement, bon, c'est presque proleptique. Mais ouais, alors, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle me touche dans la bromance là, entre Bill Nighy, donc le chanteur, sorte de Elvis Presley anglais qui a pris toutes les drogues possibles et qui fait n'importe quoi dans la promo de son morceau. J'adore Bill Nighy dans ce film. Critique, voilà, de ces artistes qui font tout pour vendre, mais en fait qui savent qu'ils font de la merde. Et lui, il en joue là-dessus. Et cette relation qu'il a avec son manager, un peu loser, qui a dédié sa vie pour ce gars, il y a quelque chose de très fort dans cette relation-là, parce que c'est à la fois drôle et touchant. On en arrive là. Donc, moi, j'aime beaucoup cette histoire-là. Après, il y a Colin Firth aussi, bon, parce que c'est Colin Firth, c'est un acteur qu'on apprécie beaucoup. Il y en a une dont on parle très peu quand on évoque ce film, c'est celle entre Martin Freeman, quand même, qui est là hein, aussi, et alors, l'autre actrice, je ne sais, j'ai pas son nom sous les yeux, Attends, mais je vais te le dire directement, j'ai le personnage sous les yeux. voilà, parce que alors, c'est Judy, c'est ça, c'est Joanna Page. Et les deux qui sont des doublures, des doublures corporelles lors de scènes érotiques dans les films. Et les deux, donc, sont des positions improbables, et c'est les deux plus timides et romantiques de tous dans le film. Et moi, ce décalage-là me fait beaucoup rire. Donc voilà, mais en fait, on pourrait en citer 5000 comme ça d'histoires. Aussi, ce que fait Alan Rickman, là, le personnage qui va tromper sa femme, c'est sordide, hein. Juste avant Noël, en plus, elle pense qu'elle va avoir un collier, mais non.
Donc, on pourrait en parler pendant des heures là-dessus, évidemment, hein. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à donner votre scène préférée. Et puis, alors, globalement, on peut en parler là maintenant, parce que finalement, on y pense, mais est-ce qu'on peut comprendre les polémiques? Alors, il y a pas mal de gens qui récemment donc, l'ont découvert, hein, et c'est vrai qu'on a remarqué que sur Twitter, il y a beaucoup de réactions négatives envers le film. Alors, moi, j'en avais vu avant hein, aussi, mais que le film soit qualifié donc de misogyne, grossophobe, parce que c'est vrai qu'il y a des blagues sur des filles qui sont soi-disant enrobées alors qu'elles ne le sont même pas en plus. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Qualifié donc aussi parfois alors, raciste, ça j'en sais rien, c'est peut-être un peu violent. Est-ce que vous comprenez certaines polémiques envers ce film? Tiens, Hugo, par exemple, pour commencer, je sais que tu es très très attentif à cela dans les films, notamment sur les réflexions potentiellement misogynes dans les propos de certains métrages. Est-ce que tu as ressenti cela? Bah ouais, justement. Et c'est peut-être ça, en fait, ma limite avec le film. Alors, ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit en sortant du visionnage, mais c'est vrai que là, quand vous en avez parlé, que vous avez reparlé de certaines scènes, bah effectivement, il y a quelque chose qui me dérange. Bah d'abord, dans cette scène dont toi tu parlais, Joe, où il part aux États-Unis, c'est peut-être drôle, mais je trouve que c'est quand même très réducteur vis-à-vis des personnages féminins, même si bon, on est dans la parodie, de la comédie. Ça n'excuse peut-être pas tout. Et puis, comme tu l'as dit, misogyne et grossophobe, bah oui. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Hein. Oui, il y a cette scène avec Hugh Grant et du coup qui essaye de conquérir une femme et qui se fait tout le temps bâcher à cause d'un soi-disant surpoids qui est totalement inexistant. Donc ouais, effectivement, je comprends toutes ces reproches et toutes ces critiques sur le film. C'est aussi là ma limite. Alors je me dis que c'est d'une autre époque, mais finalement pas tant, hein. C'était il y a 20 ans, et je pense qu'il y a 20 ans, on aurait quand même assez de recul pour se dire que c'est des blagues qui passaient pas. Et c'est dommage justement que le film se repose sur ce genre d'humour assez incisif et assez acerbe, sachant qu'on a bien vu qu'il y avait d'autres formes d'humour, comme tu l'as dit, avec bah, ces deux acteurs dans des positions improbables, qui justement avaient tout pour être aussi misogyne que le reste et qui pourtant ne l'est pas. Donc on voit que Richard Curtis est capable de faire des trucs pas si border. Et pourtant, il tombe dans cette facilité, enfin je sais pas si c'est une facilité, mais il retombe constamment dans ces travers-là. Et c'est vrai que c'est un peu usant. Et peut-être que je reverrai le film à la baisse après un second revisionnage suite à ce problème-là. Alors, pour en revenir sur le côté grossophobe, Richard Curtis lui-même l'a avoué qu'il ferait plus ça aujourd'hui, il était peut-être allé un peu loin là-dessus, parce qu'on pense du coup au personnage Martin McCutcheon, hein, c'est son nom, Nathalie, le crush du Premier ministre, qui, même sa famille, hein, la traite de bouboule, je crois, enfin c'est un peu n'importe quoi. Puis ça en insiste, c'est un petit peu lourd en fait, hein, sans faire de mauvais jeu de mots du coup d'ailleurs. Et tu as aussi encore plus violent, je trouve, mais ça apparaît vraiment le temps d'une petite scène de quelques secondes. La sœur de la jeune portugaise là, dont Colin Firth tombe amoureux, ouais, qui est présentée un petit peu en surpoids, et tu as le père qui l'envoie balader comme ça en montrant, voilà, elle est grosse, elle est moche, quoi. Le film montre ça et c'est très embêtant parce que la beauté ne se résume pas au poids, clairement. C'est juste une question de perspective et j'ai l'impression que certaines femmes ne sont pas vraiment respectées du coup dans le film, qu'elles soient américaines ou soi-disant en surpoids, ça prend très cher, quoi. Il y a un stéréotype de femmes qui sont mises en avant dans le film et d'autres qui sont un petit peu, on va dire, jugées, quoi. C'est un peu toutes les femmes, parce que j'ai un peu de mal avec l'idée que certaines sont mises en avant. Ouais. Honnêtement, je trouve pas, même celle avec, alors je sais plus, mais celle qui se fait tromper, je crois que c'est celle qui Personnage prend. d'Emma Thompson. Oui, bah en tout cas, ok, ouais, bah elle, franchement, même si elle est montrée comme une femme assez importante, qui prend les choses en main, etc. Bah, il n'empêche qu'elle se fait tromper par son mari et que la situation reste inchangée et que de par cela, elle n'est pas forcément respectée. Hein. Il y a Donc une c'est vrai fin. Là, sur ce personnage-là, sur cet angle-là, il y a une fin qui est un peu nébuleuse. On ne sait pas trop. C'est vrai qu'elle aurait dû l'envoyer chier complet, clairement, et qu'à la fin, bon, ça reste en suspens. On ne sait pas s'ils vont se remettre ensemble ou non. Mais oui, il que ouais, revient, mais peut-être. bon, ouais, j'avoue, c'est vrai que
elle aurait pu lui en vouloir plus. Il y a quand même, oui, quand on regarde de près, si on veut vraiment avoir un regard objectif sur certaines choses, et après je donne la parole à Joe, même le personnage de Keira Knightley, vu ce qui se passe à un moment, elle vient quand même de se marier, elle va céder au message du personnage Andrew Lincoln en mode Osef, quoi. T'as aussi le personnage là qui va draguer celui d'Alan Rickman là, qui est présenté comme une femme fatale qui ne pense que à l'avancée par le sexe auprès de son patron. En fait, la seule femme qui est montrée hors de tout reproche, visiblement dans le film, grosso modo, bon, c'est peut-être Nathalie justement, mais ben, elle subit les remarques grossophobes. Et le personnage romantique de la doubleuse de corps, quoi. Voilà, grosso modo. Sinon, les autres, c'est dans du stéréotype. Du stéréotype, parce que même la jeune portugaise, etc., qui tombe amoureuse de l'écrivain britannique et tout, ouais, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient faire le ménage, quoi. Ouais, une portugaise qui vient faire le ménage. T'as quand même du cliché là-dessus. Bon. Mais je pense qu'il joue trop sur les clichés, Richard Curtis. C'est un humour, et autant le dire, hein, c'est un humour middle class blanc britannique de l'époque, qui est déjà un peu en retard et on voit qu'il a commencé sa carrière à écrire des trucs à la fin des années 80 et dans les années 90. C'est déjà un film qui est un peu en retard là-dessus, il faut l'avouer. Et Joe, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Déjà, je pense que dans la comédie britannique, on ne peut pas faire une comédie sociale britannique. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à le faire, pour moi, c'est Ken Loach. Et du coup, ce serait de refaire un Looking for Eric bis, mais ça a déjà été fait. Et puis, autant le dire, c'est pas vraiment, enfin, niveau social, c'est que la middle class hein, qui est représentée. Il n'y a aucune famille pauvre, etc., hein, quand on y pense. Je suis pas entièrement d'accord. Quand on parle de la famille d'Aurélia à la fin, c'est plutôt une famille populaire. Ouais, mais même, oui, si on veut, mais bon, c'est pas en tout cas, c'est pas au Royaume-Uni. Et encore, bon, oui, vaguement, ils n'ont pas l'air non plus dans un besoin ultime. Mais oui, et c'est un sentiment que je remarque dans beaucoup de films britanniques, de mettre en avant quasiment, de se focaliser que sur cette middle class, voire la classe supérieure, non, bourgeoise plutôt, on va dire, avec Hugh Grant, et ça marche pour d'autres archétypes de comédie romantique, car je doute que tous les Britanniques soient forcément à fond derrière leur Premier ministre. Et oui, le côté grossophobe, je le remarque dans le film, parce que le surpoids est inexistant. Le côté misogyne, beaucoup moins, parce que c'est sous le ton de la parodie et de la comédie. Et je doute que Richard Curtis pense littéralement ce qu'il se passe dans le film sur un ton autre que l'humour. Mais c'est assez intéressant comme objet d'analyse. Ouais, non, mais on voit que c'est vraiment, c'est pas méchant, c'est maladroit, en fait, je pense. Et c'est comme sur les classes, hein. L'idée de voilà opposer le Premier ministre qui est donc dans la haute classe quand même, et qui aurait une relation avec quelqu'un de la basse classe, donc Nathalie. Mais quand on voit où elle habite, Nathalie, ça va, c'est une basse classe quand À même. la basse classe. Oh, Elle non, mais habite tu à vois, Neuilly-sur-Seine, quoi. non, mais c'est ça, c'est la plus basse classe du film, hein. Grosso modo. C'est un peu Non, il coup y de a tout le foudre et passage Notting Hill avec à l'envers, quoi. Non, et un personnage vraiment irréprochable, comme tu parlais, c'est pas Nathalie. Pour moi, c'est. Non, c'est pas Renée Zellweger, c'est l'employé de bureau. Ah oui, Laura Linney, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle Laura sacrifie Linney son qui est amour pour son montré frère. Ouais. Son frère qui est malade. le 7 Enfin, pas qui au est désir, handicapé. qui est quasiment la femme parfaite du film, et ça lui coûte à la fin. Non, mais c'est très touchant de la voir voilà, rejeter un amour qu'elle a depuis 2 ans, elle n'ose pas, parce qu'elle a un frère qui va pas bien, hein, et elle se sacrifie pour lui, quoi. Et c'est vrai que bon, là-dessus, moi je trouve, oui, c'est vrai que c'est peut-être le personnage finalement le mieux traité, le personnage féminin le mieux traité du film. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que là-dessus, on peut comprendre les polémiques, mais ça n'enlève pas que le film a des moments cultes. Tiens, parlons de l'humour. Là, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais alors, il y a un fil rouge dont on se rend compte à la fin, en fait, hein, que c'est un fil rouge. Il n'y a pas vraiment de spoiler dans ce film, hein, peu importe, hein, mais nous avons Mr Bean. Enfin, c'est pas Mr Bean, mais c'est Rowan Atkinson dans le film. Avec, pour moi, l'une des scènes les plus hilarantes du film, c'est quand, alors, pourtant c'est pas drôle, hein, quand le personnage d'Alan Rickman va acheter le collier pour sa maîtresse. Là. Et il veut faire ça très discrètement, et le personnage de Rowan Atkinson qui va faire un paquet en mettant plein de machins dedans, impossible, avec même la branche de houx, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment... Hein. Et on le retrouve à la fin, c'est lui qui, à l'aéroport, va permettre quelque chose. Euh,
je sais pas ce que vous avez pensé, si vous avez pensé quelque chose de cette scène là avec Rowan Atkinson, si vous êtes attaché au personnage de Mr Bean ou pas aussi, hein. Ça dépend. Joe peut-être. Mr Bean, autant je l'aime énormément dans tout ce qui est capsule, live action, autant en animation, c'est plutôt mes gros traumatismes d'enfance. Et ça m'a juste rappelé quelque chose, c'est que on est dans un film où il y a Rowan Atkinson et Hugh Grant. Eh ben figure-toi qu'il y en a un Ils se autre. retrouvent ensemble dans un des meilleurs films de l'année. Et puis il y en a un autre où ils sont ensemble, c'est 4 mariages et un enterrement. Voilà, je lance ça comme ça. Mais Hugo, Alors je sais moi, pas je si pense à Wonka, mais... Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a Wonka Ils aussi. se retrouvent 2 semaines avant le meilleur film de l'année. Non, pas le meilleur c'est film, très mais drôle. un des meilleurs blockbusters de l'année. Très drôle, enfin, faut pas exagérer, un meilleur film de l'année, loin quand même. Mais Oui. c'est marrant parce que Rowan Atkinson qui joue un prêtre dans, Et comme dans Wonka. dans Wonka, il joue aussi un prêtre dans 4 mariages et un enterrement. Voilà. Par contre, dans 4 Et mariages et un dans les enterrement, Hugh deux, Grant ne joue pas il Oompa joue Loompa. dans les secrètes. Mais je sais pas si toi, Hugo, tu es attaché ou pas à Mr Bean, hein, parce que tu es plus jeune, donc je pense pas que tu aies connu ça très jeune, mais le personnage de Rowan Atkinson, on est dans l'absurde, le burlesque là. L'idée d'être très discret à faire un petit cadeau de Noël comme ça, l'autre il va passer 3 plombes à faire un étui sur étui pour emballer le machin, quoi. Ouais, bah du coup, alors après avoir cité Nanny McPhee, je vais devoir faire une autre confession. Pour moi, Rowan Atkinson, c'est Johnny English. Parce que voilà, Mr Bean, je crois que je n'ai jamais rien vu, si ce n'est l'espèce de série d'animation qui existait à l'époque. Mais les films en soi, Mr Bean, je ne me suis jamais attardé dessus. Par contre, les Johnny English, je les ai bouffés quand j'étais enfant. Et c'est un peu la seule référence que j'ai de lui, donc je m'en excuse. Mais c'est vrai que c'est un personnage assez absurde, hein. C'est aussi un acteur qui, on va dire, a des très célèbre pour ses mimiques un peu, hein, ses expressions de visage, etc. Et c'est aussi un acteur, j'ai l'impression, du moins du peu que j'en ai vu, qui a l'habitude des caméos et des petits passages. Bah, on l'a vu très bien aussi avec Wonka, où bon, c'est pas vraiment du caméo, c'est plus un second rôle, mais voilà, là, dans Love Actually, c'est pareil, c'est pas vraiment un caméo, mais c'est pas vraiment un second rôle non plus. C'est-à-dire que ça joue entre les deux. Et ouais, alors c'est vrai que cette scène avec lui est très intéressante parce que c'est un peu le seul moment de tension, j'entends par là, de suspense du film. C'est-à-dire que on a d'un côté le personnage de Colin Firth qui est très pressé de euh, avoir son collier parce que forcément il ne l'offre pas à sa femme, donc euh, il est un peu embêté, disons, il veut se dépêcher. Et puis de l'autre, bah, on a ce Rowan Atkinson qui lui est très, très, on va dire, sur les mimiques, très précis, très méticuleux et surtout, bah, hein, il n'a pas la vitesse qu'aurait exigé son interlocuteur. Et du coup, ouais. Alors, c'est pas une scène, franchement, qui m'avait marqué. Genre, j'avais complètement oublié que Rowan Atkinson jouait là-dedans. Mais maintenant que tu me le rappelles, effectivement, il y avait ce truc un peu de suspense qui était intéressant. Mais voilà. Après, Rowan Atkinson, tu l'as dit, c'est pas ma génération. Mr Bean non plus. C'est pas ce qui me marque le plus. Mais ouais, globalement, c'est une scène assez sympa, quoi. Avec le moment où il dit prontissimo, ouais, tu parles, ouais, prontissimo, c'est très drôle. Oui, d'ailleurs, c'est le personnage d'Alan Rickman, hein, pas Colin Firth, mais ça fait Ouais, je me disais, il y a tellement d'acteurs britanniques cultes là-dedans qu'on va finir par se les mélanger, c'est assez fou. Mais voilà, enfin, bon, pour conclure, hein, parce que bon, on va pas faire de zone spoiler, c'est ridicule. À la fin, ça se termine dans un aéroport. Voilà, vous verrez à la fin si ces histoires se terminent bien ou pas, ça dépend, hein. Mais alors, pour conclure, qu'est-ce qui, alors, en un mot ou 2 mots, qu'est-ce qui fait que pour vous, Love Actually est devenu, 20 ans après, hein, du coup, un film culte de Noël et de la comédie romantique à l'anglaise? Joe, par exemple. C'est avant tout, du coup, son côté choral qui, pour moi, a beaucoup aidé. Je suis pas un passionné ou un féru du genre, mais je doute qu'il y ait d'autres comédies ultra chorales à l'époque, qui se relient tous par notamment un immense casting de l'époque. On pense du coup à un peu tous ces acteurs qui ont eu une carrière en dehors et qui se retrouvent là quasiment pour cabotiner, et ça marche parce que c'est Noël, on cabotine, c'est la joie, c'est parfait. Et toutes ces histoires qui tranchent entre drame, comédie et plutôt tentative sociale, et surtout tous les archétypes qu'on connaissait avant, qui joués par des acteurs qu'on adore, forcément ça monte dans notre estime. Et d'ailleurs, pour parler Et du Love is all around.
Oui, voilà, Love is All Around. Alors, mais la BO, on n'en a pas parlé, mais vous avez les Beach Boys, vous avez, enfin, ouais, il y a plein de trucs vraiment cool. Et parler du côté choral, alors Richard Curtis a été inspiré par un film choral qui n'est pas une comédie, hein. C'est Magnolia de Paul Thomas Anderson, qui est un bijou. Voilà, découvrez Magnolia. Alors, pas forcément pour Noël, l'un des meilleurs rôles de Tom Cruise au passage. Hugo, toi, enfin, je ne sais pas si tu le qualifierais de film culte. Bon, tu l'as vu qu'une fois et tu as des réserves, mais est-ce que tu comprends on va dire ce culte autour de ce film? Pour l'aspect comédie romantique, oui, parce que même si effectivement je l'ai découvert récemment, c'est quand même un film qui est largement cité, hein, on en entend beaucoup parler, que ce soit en période de Noël ou en période de Saint-Valentin. C'est quand même un film qui, en 20 ans, a quand même continué d'exister, a quand même continué de faire parler de lui, même 20 ans après, on en parle presque chaque année, je pense, hein. Vraiment, c'est loin d'être la première fois que j'entends parler de lui. Maintenant, sur l'aspect film de Noël, je vais ouvrir le débat parce que, en vérité, même si effectivement le film se déroule diégétiquement parlant dans la période de Noël, est-ce que ça en fait pour autant un film de Noël? Très franchement, je pense pas et voilà, j'ouvre le débat parce que pour moi, en fait, c'est plus un film basé sur l'amour, donc sur la comédie romantique, donc plus approprié à une période de Saint-Valentin, par exemple, que sur un film de Noël où, pour moi, le film de Noël, ben, Noël doit être un peu le centre de toutes les intrigues, de toutes les histoires. Et là, ça tapisse un peu, et vraiment un peu, hein. C'est-à-dire que le côté Noël, ben, en dehors du fait que ça se passe justement dans cette période-là de l'année, ben, je le vois très peu au final, hein, à part à la fin où il y a cette espèce de spectacle dans une école, de spectacle de fin d'année, où voilà, ça fait légèrement Noël, mais pour moi, dire que Love Actually est un film culte de Noël, euh, voilà, j'ai mes réserves là-dessus. Après, libre à vous de le penser, hein. Non, je te comprends, Hugo, mais c'est vrai que dans l'idée, tout se résout à Noël, hein. Tout se résout avec le 24 au soir, Même c'est un film etc. qui est purement de Noël. Quand tu regardes les costumes du film, c'est purement du costume hivernal. Quand tu vois ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, c'est purement de l'hiver. Ah oui, c'est un film de l'Avent, en fait. C'est le calendrier de l'Avent au cinéma, quoi. Enfin, ça se déroule, c'est ça, hein, sur les. Grosso modo, oui, début décembre, et hop, on est parti jusqu'à Noël, quoi. Après, oui, c'est un film, c'est ça qui peut être vu à la Saint-Valentin, bien sûr, aussi, bien sûr. Enfin, c'est un film sur l'amour, avant tout, avant d'être un film de Noël. Mais comme l'amour tourne autour de Noël aussi, où les gens se réunissent en famille, entre amis, ou entre amoureux, forcément, il y a un lien, mais c'est un film de toute façon, qui parle des relations humaines, et à un moment, cette chaleur humaine se retrouve autour des fêtes. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit miracle de Noël qui se met en place. Enfin, miracle, ça dépend pour qui, là encore, hein, vu ce qui se passe dans le film pour certaines relations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, moi je le considère comme un film de Noël avant tout, parce que je l'ai dû le découvrir autour de Noël, donc ça aide. Ça dépend de quand tu découvres le film. Si tu découvres ce film à Saint-Valentin, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Mais bon, le statut culte du film, en tout cas, moi personnellement, je le comprends, mais je comprends tout à fait aussi les réticences que pas mal de gens ont eues à travers le temps. Et d'ailleurs, c'est très sain, je trouve, que certaines personnes remettent en cause certaines choses du film. C'est très bien. Parce qu'il y a des moments, bon, on parlait de la misogynie, grossophobie sur certains points, des grosses maladresses, on va dire, hein. C'est pas, je pense pas que Richard Curtis le soit vraiment, ça m'étonnerait. Le côté cliché donc de certains non britanniques qui fait que ça peut être limité quand même. Parce que hein, la famille portugaise, à un moment, le père, il montre, voilà, il dit ouais, vas-y, accepte le mariage, comme ça, on aura de l'argent, quoi. Enfin, c'est quand même super réducteur, ça. Mais bon, c'est censé être drôle, hein, mais sur le moment, Bah, quand tu y penses, c'est pas drôle, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais... bah, il est peut-être là le côté raciste que certains reprochent au film. C'est pas forcément sur une certaine ethnie, mais plus sur le côté des Portugais finalement qui sont bah, réduits. Enfin, du moins, le film porte un regard très réducteur sur eux. Ah oui, C'est certainement là que je pense certaines personnes m'entendent par racisme, parce que c'est pas deux, trois petites vannes. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un pan de l'histoire, tout un fil rouge qui tourne autour de la population portugaise en Angleterre. Et il n'y a aucun moment où ils sont mis en valeur ou du moins montrés sous un regard un tant soit peu normal, quoi. et c'est même pas d'ailleurs, ils habitent en France en plus, mais ça va plus loin, c'est que quand Colin Firth apprend le portugais, faut voir les phrases qu'il débite hein, quand il apprend là, avec les écouteurs. Ah, ça doit être les crevettes, je suis malade. Ah, une pêche énorme. Ouais, un gros poisson, genre en gros au Portugal, c'est que ça tourne autour des poissons et des crevettes, quoi. Hein. Encore, on n'a pas eu la morue.
C'était à 2 doigts, quoi. Voilà. Donc, on est dans du cliché. Tu aurais voulu des briques, c'est ça? Comment, Joe, tu disais? Tu aurais voulu des vannes sur les briques, c'est ça? Non, mais dans le sens, en plus, quand Colin Firth, il parle de Zébio, un joueur portugais d'avant. Enfin, en gros, le Portugal pour Colin Firth, pour le film, c'est les poissons et le football. Voilà. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Mais bon, oui, il y a des maladresses. Puis il y a des moments cringe aussi. Bon, on n'en a pas trop parlé, mais le côté voyeuriste du personnage de Andrew Lincoln, hein, il a changé, Rick, dans The Walking Dead. Hein. Bon, qu'il soit amoureux de la femme de son meilleur ami, c'est une chose. Mais à un moment, tu penses à quoi? À l'amitié avant l'amour? Ou parce que là, c'est quand même un peu. Bon, moi, je trouve ça. Bon, personnellement, c'est pas une histoire que j'apprécie des masses dans le film. Mais bon, après, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un film où il y a beaucoup de choses à dire et c'est intéressant d'en parler comme ça. Voilà, là, on est là pour le mettre en avant parce qu'on est content et on l'aime beaucoup. Mais c'est bien aussi d'en discuter entre nous sur des petits soucis. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, hein, voilà, balancez aussi vos réticences, que vous ayez apprécié le film ou non. Et je crois qu'on peut conclure en disant que si vous pouvez le découvrir là pour Noël, n'hésitez pas. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous fera du bien, je pense, à regarder avec un bon chocolat chaud, en famille ou seul. D'ailleurs, ça passe un petit peu dans toutes les ambiances. Bon, par contre, si vous avez de la famille portugaise, je pense que ça va vous énerver. Hein. On en rigole, mais c'est vrai que bon, voilà. Oui, vous n'avez pas. Non, mais de toute façon, voilà. C'est sûr que vous pouvez avoir son regard critique aussi, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, du coup. Non, si vous voulez voir le film pour voir Liam Neeson tuer des gens, vous allez être déçus. Ah oui, non, c'est pas Taken. Hein. Mais Liam Neeson, on rigole, mais bon, il a quand même fait la liste de Schindler, il a fait ça, enfin, il a eu énormément de rôles très marquants, au-delà de ce qu'il fait depuis 20 ans, quoi. Il a fait ça. Non, je rigole. C'est vrai que bon, Liam Neeson, de toute façon, c'est un cas à part. Ça fait plusieurs années qu'il n'est pas en grande forme. Je crois que sa femme va pas bien. Je sais pas, j'ai un truc où il fait ça pour l'argent. Hein. Il ne le cache pas. Donc voilà, hein, mais il a eu des rôles. Avec Hugh Grant. Et Hugh Grant, lui, par contre, bon, on s'amuse, mais il choisit toujours bien ses rôles. Hein. Voilà. Et puis finalement, Hugh Grant, il se fait assez rare hein, au cinéma quand on y pense. Mais il a dit, il le fait pour l'argent maintenant. Oui, mais bon, il a joué. Là, pourquoi il jouait avec Liam Neeson, quoi. Ouais, mais c'est ça, on verra bientôt un crossover Taken Oompa Loompa avec Hugh Grant. Moi, ça peut être drôle. Entre Hugh Grant et Liam Neeson dans un même film, un petit peu revenge, là, comme ça. Est-ce qu'il volera les chocolats du tueur en série? C'est une bonne question. Enfin bon, on peut toujours imaginer, mais ce qui est sûr, c'est que, voyez ce film, voyez Wonka au cinéma aussi, hein, si vous pouvez, parce que c'est vraiment sympathique. Comme ça, vous enchaînez ça avec du bon chocolat et vous allez ressortir de là avec une bonne crise de foie. Voilà. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'en fait, le chocolat, si on en abuse, on n'est pas forcément malade. Voilà. Mais il ne faut pas trop en manger non plus. Sinon, après, on va se retrouver avec des vannes de grossophobes, donc c'est pas bien. En tout cas, merci pour cette discussion sur ce film. On vous souhaite d'ailleurs de bonnes fêtes de fin d'année sur la 7e illusion et surtout chez vous, entre amis, entre familles et avec les gens que vous aimez. C'est très important. Merci d'être là pour nous écouter aussi. Votre soutien est très important pour nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager tout cela, évidemment, sur les réseaux et à commenter cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, les amis. Alors, à très bientôt et bonne fête.